distribution des crédits qui étaient accordés par les établissements de crédit. Donc, la Banque centrale ne va pas accorder des crédits aux agents économiques non financiers, mais elle va contrôler et elle va limiter les crédits accordés par les établissements de crédit aux agents économiques non financiers. Donc, on est en train de parler de l'époque avant 1993, c'est-à-dire avant la réforme de 1993. Donc, voyons voir les nouveautés de la réforme. Qu'est-ce qu'apportait cette réforme de 1993? Donc, de la réforme de 1993, elle va stipuler un désencadrement du crédit, c'est-à-dire que les établissements de crédit ne sont plus contrôlés et limités par la Banque centrale en ce qui concerne la distribution, le nombre distribué de crédits. C'est-à-dire qu'une banque, un établissement de crédit peut distribuer le nombre qu'il veut de crédits. Il n'y a plus de limite. Donc, on ne va plus demander à un établissement de crédit de ne pas dépasser, par exemple, 20 crédits ou bien 100 crédits par mois. OK? Un établissement de crédit, il peut distribuer le nombre qu'il veut de crédits. Il n'y a plus de limite en ce qui concerne le nombre de crédits distribués. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle un désencadrement du crédit. Donc, avant 1993, les établissements de crédit étaient limités en ce qui concerne le nombre de crédits distribués. Maintenant, il n'y a plus de limite en ce qui concerne le nombre de crédits qu'ils vont distribuer. OK? Donc là, c'est ce qu'on appelle le désencadrement du crédit. C'est la mesure du désencadrement du crédit. Très bien. Donc, la nouvelle mesure du désencadrement du crédit qui est mise en vigueur par la réforme de l'intermédiation financière de 1993. Elle a permis aux banques d'accorder le nombre qu'ils souhaitent de crédits. Alors, un établissement bancaire, un établissement de crédit, il peut accorder 1000 crédits, il peut accorder 100 000 crédits, il n'y a plus de limite. OK? Il n'y a plus de limite dans le nombre de crédits distribués. Donc, automatiquement, dans le désencadrement du crédit, on parle d'une distribution des crédits qui est illimitée. Et depuis, la banque, bien l'établissement de crédit, a la possibilité de distribuer le nombre souhaité de crédits sans que la banque centrale exerce aucun contrôle ou n'établisse aucune limite sur le nombre de crédits distribués. De la possibilité de distribuer le nombre souhaité de crédits par les établissements de crédit, c'est une bonne chose pour le financement de l'économie. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'accroître le financement de l'économie. Parce que si avant 1993, l'établissement de crédit était obligé, par exemple, de ne pas dépasser 50 crédits par semaine, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas atteindre l'ensemble des agents économiques qui ont besoin de financement. On ne pouvait pas atteindre l'ensemble des entreprises qui ont besoin de financement. On ne pouvait pas atteindre l'ensemble des ménages qui ont besoin de financement. Maintenant, avec les nouvelles réformes du désencadrement du crédit, on peut distribuer le nombre de crédits qu'on souhaite. 100 crédits, 200 crédits, 1000, 100 000 crédits, peu importe. La banque ou l'établissement de crédit est autorisé à distribuer le crédit. Donc, elle dit, c'est une bonne chose pour le financement de l'économie, c'est-à-dire il n'y a plus de limite pour les agents économiques, pour le nombre d'agents économiques non financiers qui vont bénéficier de crédit. OK? Donc,
Donc, le désencadrement du crédit, c'est une bonne chose pour le financement de l'économie. Donc, ça va participer pour atteindre l'objectif de la réforme, les lois irriguer le financement de l'économie. OK? Sauf que il y a un point important qu'il faut évoquer, que la réforme est venue avec d'autres nouveautés. Donc, par exemple, en parlant du désencadrement du crédit, une banque ou un établissement bancaire, il peut distribuer le nombre de crédits qu'il souhaite, c'est-à-dire la distribution de crédits est illimitée, c'est une bonne chose, mais la nouvelle réforme, elle a obligé les établissements de crédit à respecter les règles prudentielles. Donc, il y a un certain nombre de règles prudentielles que les banques doivent respecter. Donc, il y a des conditions d'éligibilité pour bénéficier d'un accord favorable pour un crédit. C'est-à-dire que les autorités monétaires, qu'est-ce qu'ils vont dire à la banque ou bien à l'établissement de crédit? Écoutez, vous pouvez accorder le nombre de crédits que vous souhaitez. 100 crédits, 100 000 crédits, 1 million de crédits. Vous avez un pouvoir illimité de distribution de crédits. Mais, attention, les gens auxquels un établissement de crédit peut donner l'avis favorable, c'est des agents qui doivent respecter un certain critère. Et c'est ces critères-là qu'on va appeler des critères ou des conditions draconiennes d'éligibilité. Pourquoi draconiennes? Parce que ces conditions qui sont très élevées, des conditions qui sont trop difficiles d'éligibilité. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quel agent qui respecte ces conditions. C'est pas n'importe quel agent dispose de ces critères d'éligibilité. Et automatiquement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ces agents économiques qui ne bénéficient pas, qui ne disposent pas de ces conditions d'éligibilité vont être exclus. Donc, la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va faire une étude de dossier. Quand un agent économique va se présenter à la banque pour avoir un crédit, l'établissement de crédit, il va faire une étude de dossier. Une étude de dossier pour savoir est-ce que cet agent respecte les conditions d'éligibilité pour bénéficier d'un crédit. On a dit que les conditions qui ont été mises en place par la réforme de 1993, c'est des conditions draconiennes, c'est des conditions très difficiles. On a mis la barre trop haut. C'est-à-dire que la plupart des agents économiques, non financiers, quand les établissements de crédit vont faire des études de dossier, étudier les demandes de crédit, on va refuser le crédit à la plupart des agents qui vont demander un crédit. Pourquoi? Parce que les agents, ils ne respectent pas les conditions d'éligibilité, qui sont des conditions draconiennes, qui sont des conditions difficiles d'éligibilité au crédit. OK. Donc, la réforme d'intermédiation financière en ce qui concerne la mesure du désencadrement du crédit. C'est une mesure qui est à la faveur du financement de l'économie. C'est une mesure qui va permettre d'accroissement des moyens de financement de l'économie. Oui, comment cela? Parce qu'on a augmenté, on va augmenter le nombre de crédits distribués. Mais attention, on va augmenter le nombre de crédits distribués, mais on a mis en place des conditions draconiennes d'éligibilité. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui peut bénéficier d'un accord favorable de crédit. OK? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite.
en termes de nombre de bénéficiaires, mais il y a beaucoup de limites en ce qui concerne les conditions d'éligibilité du crédit. OK? Et donc, cela a des conditions draconiennes, a les règles prudentielles prises par le système bancaire, ça représente une barrière pour l'accroissement du financement de l'économie. Donc, on accorde un nombre qui est illimité, mais en même temps, on vous oblige à respecter des règles prudentielles pour donner aux agents économiques non financiers des crédits. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Ok, donc si c'est clair, je continue. Donc, la première mesure, on a vu la première mesure, il y a le désencadrement du crédit. Maintenant, on va passer à la deuxième mesure. Toujours, on parle ici de la déréglementation. Le premier D, qui est la déréglementation. OK? On parle maintenant de la deuxième mesure, qui est la libéralisation du taux d'intérêt. Alors, avant 1993, donc la réforme de 1993, la Banque centrale fixait le taux d'intérêt créditeurs et débiteurs appliqués par les établissements de crédit. C'est-à-dire que, Anna, par exemple, je vais aller voir une banque, me présenter auprès d'une banque pour demander un crédit. Quand le crédit m'est accordé, c'est-à-dire quand je vais avoir un avis favorable pour avoir le crédit, je vais payer en contrepartie à ce qu'on appelle le coût de l'emprunt, ou l'intérêt. Donc, on a le crédit avec un taux d'intérêt. Donc, le taux d'intérêt, il est déterminé par qui? Non pas par l'établissement de crédit qui m'a accordé le crédit, mais par la Banque centrale. Pourquoi? Parce que c'est la Banque centrale qui fixait les taux d'intérêt créditeurs et débiteurs appliqués par les établissements de crédit. Donc ici, vous comprenez, quand on parle de contrôle exercé par la Banque centrale sur les établissements de crédit. Donc, avant 1993, les taux créditeurs ou débiteurs appliqués par les établissements de crédit n'étaient pas fixés par les établissements de crédit, mais ils étaient fixés par la Banque centrale. Pourquoi? Parce que la Banque centrale avait un pouvoir de contrôle qu'elle exerçait sur les établissements de crédit. OK. Donc, tout à l'heure, on a parlé de désencadrement du crédit. La Banque centrale, comment elle exerçait son pouvoir sur les établissements de crédit à l'époque, avant 1993, l'encadrement du crédit, et la Banque centrale, elle encadrait le crédit. Donc, l'établissement de crédit ne pouvait pas accorder un nombre illimité de crédits aux agents économiques non financiers. Donc, le nombre, il était déterminé par qui? Par la Banque centrale. Donc, il y avait un encadrement de crédit, et après 1993, on est passé à un désencadrement de crédit. Donc, la banque, l'établissement de crédit, il ne subissait plus avec le contrôle de la Banque centrale. La Banque centrale qui le nombre de crédits que va donner un établissement de crédit. Et là où il y a un désencadrement de crédit. Donc, le contrôle exercé, la libéralisation du taux d'intérêt, c'est que la Banque centrale va fixer les taux créditeurs et débiteurs, les taux d'intérêt appliqués par les établissements de crédit quand ils vont accorder un crédit aux agents économiques non financiers. Alors, qu'est-ce que va apporter la réforme de 1993 en termes de libéralisation du taux
d'intérêt, c'est que les établissements de crédit sont libres de fixer les taux d'intérêt qu'ils appliquent. OK? Donc, un LM par exemple, une banque, la Banque Populaire, par exemple, et j'ai demandé un crédit. On m'a dit, OK, vous allez bénéficier d'un crédit avec un taux, par exemple, de 5,5%. Le taux d'intérêt, il est fixé par qui? Il est fixé par la Banque Populaire. Donc, le fait, c'est quelque chose qui est nouveau, qui n'a commencé qu'après 1993, qu'après la réforme de 1993. Avant 1993, il a dit, si il a un crédit, il a la banque, OK, je t'accorde avec un crédit, je t'accorde le crédit avec un taux de 5%. Le taux, il n'est pas déterminé par l'établissement de crédit, mais il est fixé par la Banque centrale. Pourquoi? Parce que la Banque centrale a exercé un pouvoir de contrôle sur les établissements de crédit. OK? Donc, la libéralisation du taux d'intérêt, après la réforme de 1993, c'est une bonne chose pour l'accroissement de moyens de financement de l'économie. Pourquoi? Parce que normalement, si les établissements de crédit sont libres de fixer leur taux d'intérêt, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Vu qu'il y a une concurrence interbancaire, donc le taux d'intérêt normalement, il va chuter. Parce qu'avant 1993, le taux d'intérêt, il était fixé par qui? Il était fixé par la Banque centrale. Après 1993, le taux, il était fixé par l'établissement de crédit. Donc, chaque établissement de crédit peut fixer le taux qu'il veut. OK? Et automatiquement, si chaque établissement de crédit peut fixer le taux qu'il veut, il y a une concurrence interbancaire, automatiquement, le taux d'intérêt doit baisser. Si le taux d'intérêt baisse, ça va encourager les agents économiques à prendre des crédits et depuis à financer leurs besoins, ce qui va accroître les moyens de financement de l'économie. OK? Alors, j'ai une question ici. Quels sont les critères permettant de fixer les taux d'intérêt? Donc, on va voir, il y a plusieurs critères, oui. Alors, donc, il y a plusieurs critères qu'on va voir après, OK? Donc, il y a plusieurs critères qui déterminent, on va voir cela au niveau du deuxième chapitre, dans la politique monétaire. Donc, il y a plusieurs critères. Donc, je continue. Donc, on a parlé de la première mesure, le désencadrement du crédit. On a parlé de la deuxième mesure qui est la libéralisation du taux d'intérêt. Donc, en parlant de libéralisation du taux d'intérêt, on a dit que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour les agents économiques. Alors, pour mieux expliquer cela, donc, on a normalement la Banque centrale, on a les établissements de crédit, on a les agents économiques non financiers. Donc, les établissements de crédit se refinancent auprès de la Banque centrale avec un taux d'intérêt qu'on appelle le taux d'intérêt directeur qui est fixé par la Banque centrale, par Banque El Maghreb. Banque El Maghreb qui est la Banque centrale au Maroc. Donc, là, la relation entre établissement de crédit et banque centrale, c'est une relation de refinancement. Donc, les établissements de crédit vont recourir à la banque centrale pour se refinancer en monnaie centrale. Après cela,
les établissements de crédit peuvent accorder des crédits aux agents économiques non financiers. Les agents économiques non financiers, bien sûr, c'est les ménages, hein, c'est les entreprises, bien sûr. Donc, les ménages et les entreprises ont généralement des besoins, expriment des besoins en financement. Donc, ils vont recourir à l'établissement de crédit pour avoir un crédit, pour subvenir à leurs besoins de financement. Donc, là, les établissements de crédit se refinancent auprès de la Banque centrale à l'aide d'un taux directeur qui est fixé par la Banque centrale. Ils vont accorder des crédits aux agents économiques non financiers avec un taux d'intérêt créditeur et débiteur. Donc, les taux d'intérêt créditeur et débiteur, ils sont fixés par les établissements de crédit. Bien sûr, Hachi, on parle après 1993. Hachi, c'est la nouveauté de la réforme de 1993. Avant 1993, qu'est-ce qui se passait? L'autodirecteur ici, il était fixé par qui? Par la Banque centrale. Et les taux d'intérêt créditeurs et débiteurs, ils étaient aussi fixés par la Banque centrale. C'est-à-dire que l'ensemble des établissements de crédit avaient les mêmes taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt créditeurs et débiteurs étaient fixés par la Banque centrale. OK? Chose, c'est plus le cas donc après la réforme de 1993. Donc, la Banque centrale va fixer uniquement les taux d'intérêt directeurs et non pas les taux d'intérêt créditeurs et débiteurs qui sont fixés par les établissements de crédit. OK? Donc, libéralisation du taux d'intérêt. Donc, avant 1993, la Banque centrale fixait les taux d'intérêt créditeurs et débiteurs appliqués par les établissements de crédit. Après 1993, les établissements de crédit sont libres de fixer les taux d'intérêt appliqués. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est l'institution de la concurrence interbancaire. C'est ce que je viens d'expliquer. Donc, si la Banque centrale ne va plus fixer avec les taux d'intérêt appliqués par les établissements de crédit, donc chaque établissement de crédit peut fixer le taux qu'il veut. Et bien sûr, il y a une concurrence qui est donc chaque banque, chaque établissement bancaire va fixer un taux qui va attirer plus de clientèle. Pourquoi? Parce qu'il y a une concurrence interbancaire. Et l'objectif de cette libéralisation du taux d'intérêt, c'est l'institution de la concurrence interbancaire. OK? Donc, si on a une concurrence interbancaire, s'il y a une concurrence entre les banques, et chaque banque peut fixer le taux qu'elle veut. Donc, automatiquement, le taux normalement d'intérêt va baisser. OK? Donc, si le taux d'intérêt baisse, automatiquement, le coût de l'emprunt, le coût que va payer l'agent économique qui a souscrit, qui a pris un crédit, le coût va être réduit. Et la réduction du coût de l'emprunt va encourager les agents économiques non financiers à emprunter de l'argent auprès des établissements de crédit. Donc, la demande des crédits va augmenter. Si la demande des crédits augmente et on accorde des crédits, automatiquement, ça va impacter à l'investissement et la consommation. Donc, les entreprises vont avoir des moyens pour subvenir à leurs besoins d'investissement et les ménages vont avoir des moyens de financement pour subvenir à leurs besoins de consommation. Mais la question qui se pose ici, est-ce que la libéralisation du taux d'intérêt a pu atteindre son objectif? Est-ce que la réforme d'intermédiation financière de 1993, à travers la libéralisation du taux d'intérêt, a pu atteindre cet objectif qui est l'augmentation de l'investissement et de la consommation? La réponse est
non. Pourquoi la réponse est non? Parce que, première chose, le taux directeur qui est fixé par la Banque centrale est élevé. Donc, si les établissements de crédit se financent auprès de la Banque centrale avec un taux, par exemple, de 3%, est-ce que ces établissements de crédit, est-ce qu'il y a un établissement de crédit qui va accorder un crédit aux agents économiques non financiers avec un taux qui est inférieur ou égal à 3%? Non. Automatiquement, non. Parce qu'on doit rajouter à ce taux la marge bénéficiaire des établissements de crédit. Donc, la première cause, c'est que le taux d'intérêt directeur, le taux directeur fixé par la Banque centrale, et d'après lequel les établissements de crédit vont se financer, vont se refinancer auprès de la Banque centrale, c'est un taux qui est élevé. Et automatiquement, si le taux d'intérêt directeur, le taux directeur est élevé, le taux d'intérêt créditeur et débiteur, même s'ils sont libéralisés, ils vont rester élevés. OK? La deuxième chose, c'est que les établissements de crédit au Maroc constituent ce qu'on appelle un cartel. Ils constituent ce qu'on appelle un cartel. C'est-à-dire, au lieu de tomber dans le piège de la concurrence interbancaire qui va conduire à ce que le taux d'intérêt va chuter, les établissements de crédit, ils vont se mettre d'accord conjointement sur le taux d'intérêt qu'ils vont appliquer dans le marché. OK? Donc, il y a par exemple la Banque populaire et je leur demande un crédit. Le CH, je veux un crédit. La BMCE, je veux un crédit. Donc, le taux d'intérêt qu'on va me proposer quand je vais comparer les propositions. Je trouve la proposition, la BMCE, la proposition, la Banque populaire ou la proposition, la CIH. Je vais trouver que les taux d'intérêt offerts par l'ensemble de ces banques sont les mêmes. OK? C'est-à-dire que ce taux d'intérêt n'a pas chuté. Pour deux causes principales. La première cause, c'est que le taux d'intérêt directeur fixé par la Banque centrale est élevé. OK? La deuxième cause, c'est que les établissements de crédit représentent entre eux un cartel. Il n'y a pas de concurrence entre eux. Ils vont se mettre d'accord sur un taux d'intérêt commun. Et d'ailleurs, dans le langage bancaire, les banques entre eux, les banques, les établissements de crédit, ils ne vont pas parler de concurrents. Un concurrent. Une banque concurrente. Mais on parle de banque consoeur. OK, donc la BMCE, c'est la consoeur de la Banque populaire. La Banque populaire, c'est une banque consoeur de la BMCI. OK, donc les établissements de crédit, les banques entre eux, il s'agit ici de confrères et de consoeurs. On ne parle pas de concurrents. OK, c'est pour cela que généralement, dans ce genre de situation, quand il y a un accord entre les différents opérateurs ou bien entre les différentes entreprises, on va parler de cartel. De cartel. Donc, ici, par exemple, si on va prendre aussi l'exemple des opérateurs de télécommunications au Maroc. Les opérateurs de télécommunications au Maroc, Maroc Télécom, Meditel, maintenant c'est Orange ou bien Inouï, les trois opérateurs. Il a mis chaque opérateur pour savoir quelle est l'offre
qu'est-ce que peut m'offrir chaque opérateur? On peut facilement constater qu'il n'y a pas trop de différence entre ces trois opérateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence entre ces trois opérateurs. C'est-à-dire que les opérateurs, ils se sont mis d'accord sur le marché, sur le prix qu'ils vont appliquer sur le marché, pour ne pas tomber dans une concurrence accrue qui va conduire à ce que le prix va chuter. OK? C'est ce qu'on appelle un cartel. Donc, les opérateurs de télécommunications au Maroc, ils représentent un cartel. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis d'accord entre eux. OK? Donc, est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc, est-ce que c'est clair jusqu'ici? OK. Donc, je continue. Alors, au niveau de la déréglementation, on a vu, jusqu'ici, on a vu deux mesures. La première mesure, c'est la mesure du désencadrement du crédit. Et la deuxième mesure, c'est la mesure de la libéralisation du taux d'intérêt. Maintenant, on va passer à la troisième mesure, toujours dans le cadre de la déréglementation. OK? Alors, une autre séance. Alors, normalement, la séance, elle commençait avant à 10h15. Maintenant, il va être retardé d'un quart d'heure. Donc, vous allez commencer à 10h30. OK? Donc, je ne me trompe pas. Donc, il vous reste une demi-heure pour commencer la séance suivante. OK? Donc, je finis juste à le point et je m'arrête. Donc, la troisième mesure, toujours dans le cadre de la déréglementation, la troisième mesure dans le cadre de la réforme de l'intermédiation financière de 1993, c'est l'assouplissement progressif des réserves obligatoires. Donc, mesure imposant aux établissements de crédit de geler une partie de leurs ressources auprès de la Banque centrale. Quand on parle de réserve obligatoire, c'est le fait que les établissements de crédit sont obligés de geler une partie de leurs ressources auprès de la Banque centrale. OK? Donc, on a vu cela aussi au niveau du semestre 3, au niveau de S3. Donc, qu'est-ce qui se passait avant 1993, avant la réforme de 1993? Les établissements de crédit étaient obligés de geler une partie de leurs ressources auprès de la Banque centrale. OK? Donc, les établissements de crédit, ils pouvaient collecter des fonds auprès des agents économiques non financiers. Une fois on va collecter des fonds, on ne peut pas donner avec le fonds entier en tant que crédit. Non. Mais il faut geler une partie des fonds collectés auprès de la banque commerciale et le reste des fonds qu'on n'a pas gelés, c'est les fonds qu'on peut accorder en tant que crédit, qu'on peut distribuer en tant que crédit auprès des agents économiques en besoin de financement. OK? Donc, je fais comme quoi les agents de capacité, quand on va parler de financement externe et d'intermédiation financière, on a deux agents. On a des agents à capacité de financement, on a des agents à besoin de financement, ont besoin de financement. Donc, les agents à capacité de financement, les ont des ressources supérieures à des dépenses qui arrivent
à accumuler un épargne, hein, un excédent, c'est-à-dire les agents à capacité de financement, ils vont déposer cette épargne auprès de l'établissement de crédit. L'établissement de crédit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va geler une partie de cette épargne auprès de la banque centrale et le reste, il va l'accorder sous forme de crédit aux agents économiques, hein, en besoin de financement. OK? Donc là, c'était le cas avant 1993. Les établissements de crédit étaient obligés de geler une partie des fonds, des ressources collectées, hein, auprès de la banque centrale. Après la réforme de 1993, après la loi de 1993 d'intermédiation financière, les établissements de crédit ne sont plus obligés de geler une partie de leurs ressources auprès de la banque centrale. C'est-à-dire que les réserves obligatoires, ou là ce qu'on appelle le taux de réserve obligatoire, est fixé à un taux de 0%. C'est-à-dire que les établissements de crédit, une fois ils vont collecter les fonds, les dépôts, l'épargne des agents économiques à capacité de financement, ils peuvent accorder des crédits sans geler aucune partie, aucun pourcentage des fonds collectés. Donc, ils peuvent directement accorder des crédits en se basant sur l'ensemble des fonds alloués. Hein. Ils peuvent accorder des crédits aux agents économiques non financiers. Donc, à de la mesure de fixer les taux de réserve obligatoire à 0%, c'est une mesure qui est positive. Pourquoi? Parce que avant, on limitait la liquidité de l'établissement de crédit. Parce que l'établissement de crédit, il doit toujours geler un pourcentage déterminé des fonds collectés. Après 1993, ce n'est plus le cas. Les réserves obligatoires ont atteint 0%. Donc, la banque ou l'établissement de crédit n'est plus obligé de geler un pourcentage des fonds collectés. Donc, automatiquement, l'établissement de crédit a plus de liquidité. Et si on a plus de liquidité, on peut accorder plus de crédit. Et si on accorde plus de crédit, automatiquement, ça va permettre d'accroître les moyens de financement de l'économie. Ça va permettre aux agents économiques d'avoir plus de crédit et de pouvoir subvenir à leurs besoins en financement, que ce soit un besoin de consommation, un besoin d'investissement. OK? Donc, si on va réfléchir un peu à propos de ce point, si les réserves obligatoires atteignent un taux de 0%, automatiquement, les établissements de crédit ne vont plus geler une partie de leurs ressources, de leurs fonds collectés auprès de la banque centrale, et automatiquement, donc les banques ou les établissements de crédit, ils vont avoir plus de liquidité. L'argent ou la monnaie qu'on gelait auparavant auprès de la banque centrale, maintenant, on va l'accorder en tant que crédit. Donc, on va accorder plus de crédit. Pourquoi? Parce qu'on a plus de liquidité. Donc, ça va impacter, bien sûr, les crédits distribués. On va distribuer plus de crédits. Les établissements de crédit vont pouvoir distribuer plus de crédits. Si on distribue, on accorde plus de crédits, ça va impacter, bien sûr, l'augmentation de l'investissement et de la consommation. Donc, maintenant, on va pouvoir atteindre notre objectif qui est l'accroissement des moyens de financement de l'économie. Atteindre un nombre supérieur d'agents économiques en besoin de financement. C'est irriguer le financement de l'économie. OK? Mais est-ce que c'est cela ce qui s'est passé? Est-ce que l'assouplissement progressif des réserves obligatoires a conduit à l'augmentation des crédits distribués? Est-ce qu'il a conduit à l'augmentation de l'investissement, de la consommation? La réponse est non. Donc là, on n'a pas pu atteindre l'objectif souhaité.
OK? Pourquoi on n'a pas pu atteindre l'objectif souhaité? Parce qu'il y a des barrières. OK? Il y a toujours des barrières. Donc, si on va récapituler ce dont on vient de parler, de la déréglementation, on a parlé du désencadrement du crédit. L'établissement de crédit, c'est-à-dire avec la réforme de 1993, il peut accorder un nombre illimité de crédits. C'est une très bonne chose. C'est une mesure qui est à la faveur de l'accroissement du financement de l'économie. Deuxième mesure, libéralisation du taux d'intérêt. C'est-à-dire que les banques, ils sont libres de fixer, les établissements de crédit sont libres de fixer le taux d'intérêt qu'ils veulent. OK? Et après, on a l'assouplissement des réserves obligatoires. C'est-à-dire que les banques, ils ont beaucoup plus de liquidités. OK? Donc, mais est-ce que cela, les trois mesures, est-ce qu'elles ont impacté favorablement, est-ce qu'elles ont atteint leur objectif et impacté favorablement l'accroissement des moyens de financement de l'économie? Est-ce qu'on a pu atteindre les agents économiques ont besoin de financement? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une barrière. Il y a les conditions draconiennes d'éligibilité au crédit. OK? Donc, même si les banques ils ont plus de liquidités parce que le taux de réserve obligatoire est arrivé à 0%, alors, les banques ils ont de la liquidité. Mais est-ce qu'ils peuvent donner des crédits à n'importe qui? Non. C'est-à-dire que le monsieur qui demande les crédits, il doit avoir d'abord les conditions d'éligibilité. OK, donc s'il n'a pas les conditions d'éligibilité, on ne peut pas lui accorder des crédits. Même si on a libéralisé avec le taux d'intérêt, il y a toujours un taux directeur qui est élevé. Il y a toujours une entente entre les banques, entre les établissements de crédit. Même si on a désencadré le crédit, même si les banques peuvent donner un nombre illimité de crédits, mais ils ne peuvent pas donner les crédits à n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il y a une barrière. Il y a les conditions draconiennes d'éligibilité. On ne peut pas donner un crédit à n'importe qui. Chaque personne ou chaque demandeur de crédit doit répondre à un certain nombre de critères qui sont des critères trop difficiles, trop élevés, des conditions draconiennes d'éligibilité au crédit. Donc là, les autorités monétaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont assoupli les mesures d'un côté, mais on a mis des barrières d'un autre côté. OK? Donc, en anglais, les Anglais disent give it and take it away. C'est-à-dire que ce qu'on vous donne d'une main, on va le reprendre de l'autre main. OK? Donc, là, à la fin, on va dire, est-ce que la réforme de la déréglementation, la mesure de la déréglementation, est-ce qu'elle a atteint son objectif? Non. Est-ce que les mesures sont bonnes? Oui. Mais est-ce qu'ils ont atteint l'objectif? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une barrière, il y a des conditions d'éligibilité qui sont draconiennes. Et tant qu'il y a des conditions draconiennes d'éligibilité, les mesures de déréglementation, désencadrement du crédit, libéralisation du taux d'intérêt, assouplissement des réserves obligatoires ne peuvent pas atteindre l'objectif souhaité. L'accroissement des moyens de financement de l'économie, irriguer le financement de l'économie, qui veut dire atteindre un nombre maximum d'agents économiques ont besoin de financement. OK? Donc, je m'arrête ici. Est-ce que quelqu'un a une question? Mahmoud. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Pouvons-vous faire des petites explications sur le point de l'absence de concurrence entre les banques commerciales?
le problème de la concurrence entre les banques commerciales. Alors, je reviens ici. Alors, une des mesures de la déréglementation, c'est la libéralisation du taux d'intérêt. Donc, alors ici, j'ai expliqué comme quoi les établissements de crédit, pour se refinancer, ils doivent recourir à la Banque centrale. Alors, la Banque centrale, il va donner des crédits. La Banque centrale va donner des crédits aux établissements de crédit. Donc, les établissements de crédit, ils vont prendre les fonds liés au mal de crédit, ils vont accorder des crédits aux agents économiques non financiers. Bien sûr, les agents économiques non financiers vont rembourser les crédits avec un taux d'intérêt qu'on appelle taux d'intérêt créditeur et débiteur. Et l'établissement de crédit, à son tour, doit rembourser avec le crédit souscrit auprès de la Banque centrale avec un taux d'intérêt lié au taux directeur. C'est-à-dire que le taux de remboursement de l'agent économique à l'établissement de crédit, c'est ce qu'on appelle des taux d'intérêt créditeur et débiteur, ou le taux d'intérêt sur lequel va se baser l'établissement de crédit pour rembourser les crédits à la Banque centrale, c'est un taux directeur. Donc, avant 1993, le taux directeur, il était fixé par la Banque centrale, et le taux d'intérêt créditeur et débiteur, il était aussi fixé par la Banque centrale. OK? Donc, même si la Banque centrale, c'est pas elle qui accorde directement le crédit à l'agent économique, mais on va fixer le taux d'après lequel l'établissement de crédit va accorder le crédit à l'agent économique. OK? C'est pour ça qu'on a dit que la Banque centrale, elle va exercer un contrôle sur l'agent économique, sur les taux appliqués par l'établissement de crédit. Elle a dit comme l'établissement de crédit. Le taux de crédit les agents économiques. OK? Donc, la mesure liée à la réforme de 1993, c'est qu'on va dire que la Banque centrale ne va plus fixer avec le taux d'intérêt. OK? Donc, le taux d'intérêt créditeur et débiteur, ils sont libéralisés. Ils ne sont plus fixés par la Banque centrale. OK? Donc, la Banque centrale, qu'est-ce qu'il va fixer? Il va fixer uniquement le taux d'intérêt directeur. OK? Alors, l'objectif de la libéralisation, c'est qu'on essaie d'atteindre ce qu'on appelle la concurrence interbancaire. Concurrence interbancaire, c'est concurrence entre les banques. Alors, supposons que vous êtes Cameline des entreprises, OK? Vous vendez un produit, vous revendez avec le produit. Avec le produit, c'est moi qui le produis. Par exemple, je suis en train de produire des bicyclettes, OK? Je suis en train de produire des bicyclettes ou alors je vais vous vendre avec les bicyclettes. Vous êtes des revendeurs de bicyclettes, OK? Et chacun de vous, je vais vous vendre par exemple la bicyclette, moi, avec un prix unitaire de 1000 dirhams. Mais je vais vous dire, vous pouvez revendre la bicyclette avec le prix que vous voulez. Que ce soit 2000, 3000, 5000, 1500, ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre vous? Il va y avoir une concurrence entre vous. Parce que vous revendez le même produit. Donc, il y a de la concurrence. Qu'est-ce qu'il va faire? Chacun de vous va essayer d'atteindre un nombre plus important de clientèle. Et pour atteindre un nombre plus important de clientèle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut baisser le prix. Donc, un arabe comme la bicyclette, 1000 dirhams, et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer, chacun de vous va essayer d'ajouter une petite marge bénéficiaire. Donc, automatiquement, vu que vous êtes nombreux et qu'il y a une concurrence entre vous, avec le prix, il va chuter jusqu'à ce qu'il va peut-être se fixer à un prix qui est de 1500, quelque chose comme ça. Vous allez ajouter une petite marge bénéficiaire. OK? Normalement, c'est ce qui va se passer. Supposons si vous allez tous vous mettre d'accord. Et vous allez vous dire, attention, il y a un seul producteur de bicyclettes. C'est moi le producteur de bicyclettes. Et vous êtes les revendeurs. Si vous vous mettez d'accord, à ce que vous allez tous vendre les bicyclettes avec un prix qui est de 3000 dirhams. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous représentez un cartel.
Il y a une entente entre vous. Ok? Vous vous êtes mis d'accord sur le prix de bicyclette. Donc, pour ne pas tomber dans le piège de la concurrence et que le prix de vente va chuter, vous allez vous dire attention. Alors, si on commence, chacun de nous essaye de baisser le prix, alors on va tomber dans un prix qui est bas. Donc, automatiquement, on va se mettre d'accord entre nous et on va vendre les bicyclettes à 3000 dirhams. Comme ça, les clients, quand ils vont trouver que le prix est le même chez l'ensemble des vendeurs, on va commencer à acheter les bicyclettes avec un prix qui est de 3000 dirhams. Ok? C'est ce qu'on appelle une entente. C'est ce qu'on appelle un cartel. Un cartel, le langage courant, il y a l'isaba. Donc, il y a les entreprises, s'ils se mettent d'accord entre eux, ils vont représenter Isaba. C'est un cartel. Ils vont se mettre d'accord sur le prix. Ok? Donc, et c'est pour ça qu'un goulot comme quoi la libéralisation du taux d'intérêt, c'est une bonne chose. Mais attention, d'abord, il y a le taux directeur qui est élevé. Et la deuxième chose, il y a un cartel, il y a une entente entre les banques, ce qui n'a pas permis au prix ou au taux d'intérêt de chuter. Ok? Est-ce que c'est clair, Mahmoud? Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je m'arrête à ce niveau-là. Allah yakhlikum, on aura une séance de rattrapage le samedi à 13 heures. Donc, le samedi à 13 heures, il y aura une séance de rattrapage. Donc, s'il vous plaît, prière d'informer les absents. Et l'enregistrement, je vais le déposer au niveau de l'ENT ainsi que l'ensemble des slides. OK? Donc, samedi, 13 heures, on aura une séance de rattrapage pour rattraper les cours qu'on n'avait pas fait avant. Donc, si vous n'avez plus de questions ni de remarques, donc on s'arrête à ce niveau-là. Donc, oui, le samedi prochain, donc cette semaine, le samedi qui vient, donc le prochain samedi à 13 heures, on aura une séance de rattrapage. Samedi, sebt ma'al wahda. Ok, donc sebt ma'al wahda, on aura une séance de rattrapage en économie monétaire. Donc, si vous n'avez plus de questions, je vous dis au samedi, Inch'Allah. Wa wassalam, Allah ya'awankum.